Comme il est courant de le faire aujourd'hui, nous avons délibérément laissé de côté, dans l'interprétation allostérique des phénomènes coopératifs, un point de vue alternatif à celui présenté ici. Ce modèle alternatif accorde aux interactions tertiaires entre sous-unités un rôle fondamental dans l'interprétation des phénomènes. Le choix que nous avons effectué repose sur des arguments thermodynamiques que nous allons maintenant exposer. Un rappel de définition élémentaire pour commencer. Un état quaternaire définit la forme, ou conformation, globale de l'oligomère. Dans l'exemple d'une protéine formée de deux sous-unités, encore appelées protomères, il existe trois états quaternaires possibles de la protéine non ligandée. Deux symétriques et homogènes, et un troisième hybride et asymétrique, car constitué de deux protomères ayant des formes différentes. La structure tertiaire de chaque sous-unité est figurée soit par un cercle, soit par un carré. Ce que nous avons jusqu'à présent appelé modèle allostérique correspond au modèle de Monod-Weyman échangeux ou modèle MWC. L'idée est que tous les protomères au sein de l'oligomère changent simultanément de forme suite à la ligation. Autrement dit, la molécule entière change de conformation même si une partie seulement de ces sous-unités ont fixé le ligand. La transition conformationnelle des sous-unités est ainsi concertée, d'où l'adjectif souvent associé à ce modèle. L'alternative, connue sous le nom de modèle de Kochland-Nemeti-Filmer ou modèle KNF, voudrait que le changement de conformation soit directement lié à l'état de ligation des protomères, qu'il n'affecte que les seuls protomères ayant fixé le ligand. Autrement dit, les changements de conformation de la protéine sont ici séquentiels et concernent la structure tertiaire des sous-unités. En termes de conformation et de niveau de structure impliqués, les modèles concertés et séquentiels peuvent être vus comme des cas particuliers et extrêmes d'un modèle plus général qui relaxerait toute contrainte au niveau des changements de conformation. Contrairement au modèle MWC, des modifications de structure tertiaire individuelle des protomères pourraient avoir lieu au sein d'un oligomère, et contrairement au modèle KNF, le changement de structure tertiaire d'un protomère pourrait préexister à la fixation du ligand. On le voit, la grande idée qui sépare tous ces mécanismes est le niveau de structuration, tertiaire ou quaternaire, qui intervient dans la genèse des phénomènes coopératifs. Cette question peut être abordée d'un point de vue thermodynamique. Revenons donc au modèle KNF séquentiel. Appelons delta G01 la variation d'énergie libre associée à la fixation de la première molécule de ligand S sur le dimère, et delta G02 la variation correspondant à la fixation de la deuxième molécule de S. Rappelons que dans ce modèle, ce n'est que lors de la fixation de S que la sous-unité concernée passe de la conformation T à la conformation R. L'énergie libre G est une variable d'état. La variation delta G0 ne dépend donc que de l'état initial et de l'état final du système et non du chemin parcouru. Ce qui veut dire qu'il est possible de décomposer chaque processus en plusieurs étapes consécutives, sans pour autant imaginer une existence réelle aux intermédiaires moléculaires que l'on fait ainsi apparaître. Le processus global de fixation de la première molécule de S sur le dimère peut ainsi être décomposé en deux sous-étapes. La première correspond au passage de la forme TT à la forme RT. Dans cette étape, seule la conformation d'une sous-unité a changé, passant de T à R. La seconde étape correspond à la fixation du ligand S sur la forme R qui vient d'être formée, soit la transition de l'état quaternaire non ligandé RT à l'état partiellement ligandé RST. Et l'on effectue la même décomposition pour l'étape de fixation de la deuxième molécule de S. On passe ainsi intermédiairement entre les états finaux RST et RSRS par une forme RSR où l'un des protomères se trouve en conformation R sans avoir encore fixé le ligand. On va maintenant associer à chacune de ces étapes la variation d'énergie libre delta G0 qui lui correspond en fonction de la nature des éléments mis en jeu. Premiers éléments que l'on est amené à définir, les énergies d'interaction entre sous-unités au sein d'un oligomère. C'est très simple dans le cas d'un dimère, puisqu'il n'y aura ici qu'un seul type d'interaction à considérer pour un état quaternaire donné. Ainsi, dans l'état quaternaire TT, l'énergie d'interaction correspond à la stabilisation induite par la formation d'un dimère dont les sous-unités sont toutes deux dans la conformation T. La référence est naturellement l'énergie libre des deux sous-unités isolées, chacune dans cet état T.
Nous appellerons ΔG TT l'énergie d'interaction correspondante. Sur les mêmes bases, nous appellerons ΔG RR l'énergie libre d'interaction entre deux sous-unités se trouvant l'une et l'autre dans la même conformation R, et ΔG TR l'énergie libre d'interaction entre deux sous-unités dont l'une se trouve dans la conformation T et l'autre dans la conformation R. Deuxième processus à considérer, la variation d'énergie libre résultant du passage d'un protomère isolé de la forme T à la forme R. Ce terme est indépendant de toute fixation de ligand et ne fait intervenir que la différence de stabilité de la sous-unité isolée dans les deux conformations considérées. Nous appellerons ΔG tau la différence d'énergie libre associée à cette étape de transconformation. De manière plus classique, nous appellerons ΔG S la variation d'énergie libre associée à la fixation du ligand S sur un protomère se trouvant dans la conformation R. Au total, le bilan énergétique de la décomposition thermodynamique du processus de fixation de la première molécule de ligand S sur le dimère TT est le suivant. Lors de la première sous-étape conformationnelle, pour passer de TT à RT, nous avons perdu une interaction TT entre sous-unités et gagné une interaction RT. De plus, indépendamment des variations d'interaction entre sous-unités, nous avons fait passer un protomère de la conformation T à la conformation R, soit un bilan énergétique pour cette première étape s'établissant ainsi ΔG tau plus ΔG RT moins ΔG TT. La deuxième sous-étape de pure fixation du ligand se traduit par une variation d'énergie libre ΔG S. Finalement, la variation d'énergie libre globale ΔG01 associée à la fixation de la première molécule de ligand S peut être exprimée en termes de ses composants résultant de la décomposition thermodynamique du processus sous la forme ΔG01 égale ΔG tau plus ΔG RT moins ΔG TT plus ΔG S. La deuxième étape de fixation du ligand S sur le protomère encore libre se traite en termes de décomposition d'événements élémentaires de manière totalement semblable à ce qui vient d'être décrit. On part cette fois d'un état hybride RST pour arriver à un état symétrique RS-RS en passant intermédiairement par un état RSR. La variation d'énergie libre correspondant à l'étape conformationnelle s'écrit ΔG tau moins ΔG RT plus ΔG RR, puisque nous avons cette fois perdu une interaction RT pour gagner une interaction RR. La fixation du ligand S se fait toujours sur un protomère dans la conformation R, d'où la variation d'énergie libre ΔG S associée. D'où le bilan final de ce deuxième processus de fixation de S, ΔG02 égale ΔG tau plus ΔG RR moins ΔG RT plus ΔG S. Comparons les bilans énergétiques correspondant aux deux processus consécutifs de fixation du ligand S. Pour ce faire, exprimons les différences d'énergie libre ΔG02 moins ΔG01. Il apparaît ainsi que la différence d'énergie libre entre les deux processus est exclusivement liée aux énergies d'interaction entre sous-unités. La différence ΔG02 moins ΔG01 exprime la plus ou moins grande facilité à fixer la deuxième molécule de S une fois la première fixée. Cette différence est donc directement liée au phénomène de coopérativité. Si la différence est négative et qu'en conséquence ΔG02 est inférieur à ΔG01, c'est que la fixation de la deuxième molécule de S est plus facile que celle de la première. Ceci témoigne ainsi d'un phénomène de coopérativité, sous-entendu coopérativité positive, qui est la seule étudiée ici. La coopérativité négative, qui se traduit au contraire par une perte d'affinité à mesure que la saturation progresse, est un phénomène marginal et d'un intérêt physiologique mal compris. En termes d'énergie d'interaction entre sous-unités, la coopérativité positive se traduit par le fait que l'énergie d'interaction entre deux sous-unités se trouvant dans des états conformationnels différents est supérieure à la moyenne des énergies d'interaction entre sous-unités dans les deux états quaternaires symétriques. En d'autres termes, l'état hybride asymétrique RT est moins stable, donc thermodynamiquement défavorisé, que les états symétriques RR et TT. Ces considérations thermodynamiques montrent donc que la coopérativité positive correspond à une stabilisation relative des états quaternaires symétriques par rapport aux états quaternaires hybrides asymétriques.
Le modèle concerté MWC privilégie l'existence d'états quaternaires symétriques. Le modèle séquentiel KNF suppose au contraire une stabilité particulière des états hybrides asymétriques, ce qui, comme nous venons de le montrer, pose problème d'un point de vue thermodynamique. Autre façon de dire les choses, les interactions de type quaternaire sont prépondérantes par rapport aux interactions tertiaires dans l'expression des phénomènes de coopérativité positive. Est-ce que cela signifie que l'on doit exclure tout remaniement de structures tertiaires lors de la fixation des ligands sur une protéine allostérique douée de propriétés de coopérativité? Les calculs modernes de dynamique moléculaire semblent indiquer que non. Mais ces possibles ajustements atomiques locaux sont des processus très rapides de faible amplitude. Ils ne font que se superposer aux transitions conformationnelles concertées à longue portée, puisque transmises à toutes les sous-unités.